parallèles, les multivers et les mondes parallèles. Alors, l'existence de mondes parallèles, ça, c'est une aubaine pour la fiction. C'est une aubaine aussi pour réfléchir, prendre de la distance par rapport à notre propre monde, permettre à l'inconnu, à l'impossible, à l'improbable d'apparaître et de d'élucubrer là-dessus. Alors pour en parler, nous avons avec nous Denis Bajram, qui est auteur de bande dessinée, auteur de la série Universal War 1 et maintenant 2, publié chez Cadran. Nous avons Roland Lehoucq, je ne vous le présente plus, président des Utopiales et astrophysicien au CEA. Nous avons Thierry Smolderen, scénariste, essayiste, professeur à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême. C'est aussi l'auteur de Souvenirs de l'Empire de l'atome qui a eu un prix ici il y a 2 ans, je crois, 2013. Et plus récemment, Retour à zéro, qui est l'adaptation d'un roman de Stéphane Voul, paru aux éditions Ankama. Et enfin, Jean-Philippe Usan, astrophysicien au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, et directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Voilà. Et je dirai après quel type de bouquin vous pouvez lire sur le sujet. Alors, d'abord, les mondes parallèles, ce n'est pas une invention de la science-fiction. C'était déjà utilisé dans la littérature, dans la philosophie, par exemple aux Lumières, pour prendre de la distance par rapport à notre propre monde et dire des choses sur ce monde, sur cette réalité. Et en astronomie non plus, c'est pas nouveau. Jean-Philippe, vous avez... C'est à moi de commencer. Bon, je ne sais pas. Qui commence qui veut. Bon, Roland, tu connais bien toute la littérature, mieux que moi. Mais c'est vrai que prendre de la distance par rapport à soi, c'est très important. Dès qu'on fait de la cosmologie, on a un grand problème, c'est que nous vivons dans un seul univers que nous observons depuis un seul endroit. Et donc se pose un problème dans la question cosmologique, c'est de savoir à quel point notre univers serait typique dans un ensemble d'univers. Est-ce que, quelque part, quand on a un événement unique, on est à la limite de ce que fait la science, puisque la science traite d'objets et de phénomènes reproductibles. Et pour tester cette hypothèse-là, il faut se placer dans un cadre plus large. Et donc, dès qu'on fait de la cosmologie, il va falloir prendre en compte le fait qu'on n'observe qu'un seul univers. Et parfois, il est utile de faire un peu de la fiction et d'inventer d'autres univers pour comparer notre univers à d'autres univers. On peut changer les lois de la nature, par exemple, pour voir le type d'univers que ça donnerait, pour savoir si, quelque part, dans un ensemble d'univers qui serait donné, bien sûr, il faut dire dans quel cadre, nous sommes dans un univers qui est typique ou particulier. Mais ça ne nous dit rien vraiment sur notre univers, mais ça nous rassure, d'une certaine façon, plus qu'autre chose. Alors, Cyrano de Bergerac, c'était les voyages dans la Lune. C'était pour dire des choses, là, non pas sur la physique de notre univers, mais sur la physique de notre société, finalement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours eu une espèce de dialogue très complexe entre la culture littéraire et la culture scientifique sur ce type de modélisation, en fait, parce que on parle de modélisation, mais si on remonte au siècle des Lumières, ou même avant... la culture était très différente et le mode était plutôt allégorique, en fait. Je pense que les mondes parallèles inventés par les philosophes avaient des fonctions allégoriques, morales, et essayaient d'envisager, de dépasser simplement le point de vue limité de l'être humain individuel pour essayer d'aller vers des vérités plus collectives et plus générales. Et en fait, entre le siècle des Lumières et nous, il y a eu tout un mouvement qui s'est déplacé, un curseur qui s'est déplacé à la fois vers le réalisme, et donc une rencontre qui s'est faite avec la science, probablement à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, dans lequel effectivement les interactions entre fiction et science ont commencé à être extrêmement serrées et il me semble très intéressante parce que le principe de la fiction,
on ne peut avoir de fiction et d'aspect romanesque que si on envisage le monde de l'intérieur vécu dans toutes ses dimensions, je pense au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire le rapport aux objets, le rapport à la société, le rapport à la psychologie, à l'amour, à tous ces éléments-là. Et non seulement toutes ces dimensions qui sont vraiment humaines et dont les scientifiques en général essayent de se séparer pour regarder les choses de la façon la plus abstraite et la plus précise possible. Cette faculté de se projeter dans un monde, dans un modèle, pour essayer de le voir de l'intérieur et pour essayer de le tester à travers des scénarios qui sont en fait pas des scénarios idéaux, mais qui sont en fait des scénarios dans lesquels on rencontre des problèmes, des obstacles, des dysfonctionnements, etc. Je crois que ça a amené à la science un type de modélisation qu'on pourrait appeler de la simulation, en fait. C'est presque c'est le début d'une forme de théorique de rapport aux choses qui est de l'ordre de la simulation. Et ce qui me frappe, moi, c'est que des scientifiques comme Edwin Abbott, qui travaillent sur la notion de dimension, à la fin du 19e siècle, créent un roman qui s'appelle Flatland, dans lequel il se projette dans un modèle mathématique pour le tester de l'intérieur, un peu comme dans un jeu de rôle. Il y a ce rapport du joueur qui rentre dans ce monde, il y a le maître de jeu qui fixe les paramètres et le joueur rentre dans ce monde et l'expérimente de l'intérieur. Et ça, c'est un rapport, je pense, qui est vraiment très intéressant parce que la fiction est multidimensionnelle et elle a une façon de schématiser un certain nombre de paramètres et de les expérimenter à leurs limites que les scientifiques, je pense, reconnaissent comme manière d'approcher les choses. Mais en fait, cette démarche-là, c'est exactement la démarche que tu dois faire quand tu fais de la recherche. C'est-à-dire que quand on apprend les mathématiques à l'école, on nous apprend des règles, on nous apprend des structures, mais en fait, pour vraiment faire des maths, ou pour vraiment faire de la physique, il faut vraiment comprendre ces objets-là comme des objets intuitifs de la vie ordinaire. Et donc, quelque part, dans ta démarche intellectuelle, tu t'immerges dans ce monde mathématique et tu trouves des régularités. Et c'est vrai que si vous regardez des gens qui font de la recherche, donc deux chercheurs au tableau qui discutent, ils ne sont pas en train juste d'écrire des équations, ils sont là, ils font des trucs. C'est comme s'ils bougeaient des objets sur une table. Et une fois qu'on sait que ça marche, alors après, on va s'asseoir et on va rationaliser les choses, on va faire la démonstration comme il faut, mais le fait qu'on va trouver ce chemin dans une sorte de forêt amazonienne théorique, eh bien on est obligé de faire ça et de s'immerger dans un monde qui est complètement donné par ses règles et abstrait, dans lequel il y a des objets qui ont certaines propriétés. Et je pense que c'est ça qui est la démarche intellectuelle de la recherche dans ces disciplines. Alors Flatland d'Abbott, c'est, si je me souviens bien, un monde à deux dimensions où évoluent des figures géométriques. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la troisième dimension qui émerge. Bon, alors, je pourrais dire, d'abord dans Flatland, le monde est décrit, il y a ces êtres géométriques, les triangles, les carrés, les polygones en général. Il y a un être ultime que jamais personne n'a rencontré, c'est le cercle. Le polygone avec tellement de côtés, c'est les plus vieux êtres de Flatland ont beaucoup de côtés, donc c'est des polygones avec beaucoup de côtés. Alors ceux-là, ils sont vieux, ils sont sages et ils sont proches de la perfection, qui est le cercle, où là, on ne sentirait même pas qu'il y a des côtés. Et donc, il nous décrit d'abord toute la vie dans Flatland. Et puis, à la fin, c'est là la partie vraiment extraordinaire, enfin, qui serait pour les êtres de Flatland la nouveauté extraordinaire, c'est l'intersection entre des êtres à 3 dimensions et Flatland, en l'occurrence une sphère qui passe à travers le monde à 2 dimensions et que les êtres de Flatland, eux, ne perçoivent que comme l'intersection, donc comme un cercle de la sphère avec un plan. Et là, ils rencontrent non seulement un être idéal, il n'y a vraiment aucun côté, on sent quand ils se touchent, ils sentent que c'est quelque chose qui est parfaitement circulaire, on ne sent même pas les petits côtés d'un polygone avec 100 ou 150 côtés. Et en plus de ça, ils changent de taille, parce que la sphère qui pénètre plus ou moins à travers le plan, l'intersection, le cercle d'intersection, sa taille va changer. Et puis surtout, il disparaît ou il apparaît magiquement presque. Et donc se pose des questions sur quelle est la nature de cette chose que l'on vient de voir. Et donc ça montre finalement que du point de vue de Flatland, il y a des choses extraordinaires qui se passent, comme peut-être du point de vue de notre monde à 3 dimensions, il y aurait des choses incroyables qui pourraient se passer. Les choses qui pourraient se passer dans notre monde à 3 dimensions, c'est l'intersection
entre notre monde à 3 dimensions et un être hypothétique à 4 dimensions d'espace qui traverserait notre monde à 3 dimensions et qui serait quelque chose d'un peu bizarre. Et l'intuition qu'on peut avoir de ça, c'est il y a un objet qui apparaît, qui se déplace, qui change de forme à 3 dimensions et puis qui disparaît. Ça serait par exemple un fantôme. Enfin, moi, j'avais une théorie des fantômes à 14 ans ou à 15 ans qui était fondée sur, qui n'était pas du tout originale, mais fondée sur ce que j'avais lu de Flatland. Le fantôme, c'est quelque chose qui serait l'intersection entre un être à 4 dimensions et notre monde à 3 dimensions. Donc là, on voit que d'une part, en se mettant à 2 dimensions, nous qui sommes à 3 dimensions, on a le point de vue de Dieu. On regarde ces êtres qui grouillent, qui ne comprennent pas leur monde, qui ont pour eux, il n'y a que devant, derrière, à droite, à gauche. On essaie de comprendre comment ils évoluent, on essaie de comprendre comment ils vivent. Eux-mêmes ont des expériences qui sont décrites par l'auteur, la rencontre d'un être avec une dimension supplémentaire, et on voit que cette analogie-là, cette espèce de monde infra-parallèle, quoi, d'une dimensionnalité inférieure à nous, permet de comprendre, nous, ce qui se passerait si nous faisions cette expérience dans notre monde à 3 dimensions, nous qui ne percevons qu'aux 3 dimensions. Donc faire réaliser que finalement, en passant par ce monde parallèle, finalement, qui est une sorte de couche, une sorte de tranche de notre monde à 3 dimensions, de donner une intuition de ce que serait notre expérience de croiser un être avec une dimension supplémentaire. Et donc c'est là où on voit la force de l'analogie. On invoque un monde parallèle, d'une façon, en fait, qui est une sous-couche de notre monde à 3 dimensions, pour essayer de nous faire appréhender, de donner une intuition de ce qui se passerait si nous croisions un être à une dimension de plus. Et donc c'est là où on voit que c'est intéressant. Ces mondes parallèles sont des manières, en tout cas dans cette œuvre-là, des manières de béquille mentale pour nous faire comprendre ce qui se passerait dans une dimension où nous n'avons pas accès, où nos sens n'ont pas accès. Et cette idée-là, elle est très puissante finalement, parce que quand on se met même dans la vie de tous les jours, on voit qu'on invoque des mondes parallèles dans la vie de tous les jours. Quand on se dit « et si je faisais ça ?» ou « et si je ne sais pas, quand vous avez des enfants, et si je leur s'ils faisaient ces études-là, ou qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils puissent vivre leur vie plus tard sereinement, je dois mettre de l'argent de côté, je dois penser à leur laisser je ne sais quoi. » Donc se projeter dans un futur qui n'existe pas, ou dans un monde qui n'existe pas, pour fonder l'action du présent ici et maintenant, c'est quotidien, ça arrive tout le temps. Donc utiliser ces mondes parallèles pour permettre de fonder l'action de maintenant, ou pour permettre, en l'occurrence avec Flatland, et dans le cas de la science dont parlait Jean-Philippe, de fonder notre compréhension intuitive de mondes qui ne sont accessibles que par finalement le cerveau, que par les représentations qu'on en fait dans son cerveau. C'est une démarche qui est absolument fondamentale et qui n'est pas propre aux scientifiques, pas propre aux auteurs, mais qui est propre à tout le monde. Tout le monde utilise des mondes qui n'existent pas pour fonder son action d'ici et maintenant. Et Thierry Smolderen, d'ailleurs, dans McKay, vous faites intervenir la 4e dimension et des êtres qui sont capables de se mouvoir dans cette nouvelle dimension. Oui, alors l'histoire Mackay, c'est une espèce de biographie fiction du créateur de Little Nemo, qui est Winsor Mackay, et qui est une espèce de mélange de choses qui m'intéressaient à l'époque où j'ai écrit ça, qui intègre d'ailleurs des éléments aussi de l'œuvre de Möbius, mine de rien, parce que chez Möbius, le choix de cet emblème du ruban de Möbius chez Möbius a des liens évidents avec les questions de topologie et de 4e dimension, que j'avais projeté sur Little Nemo, et en même temps j'avais sollicité la figure d'un concurrent de Abbott, un contemporain qui s'appelait Charles Hinton, qui a aussi écrit des fictions, des romances scientifiques sur le thème de la 4e dimension, qui est quelqu'un de vraiment très intéressant, parce que lui, il a cherché à avoir l'intuition de la 4e dimension. Il a cherché à avoir les capacités du cerveau de se représenter des solides en 4 dimensions, et donc en les faisant tourner dans un espace à 3 dimensions, et voir s'il était capable de prévoir la forme qu'aurait par exemple un hypercube dans son intersection avec la 3e dimension. Et j'avais fait le rapprochement avec Mackay, parce que Mackay, vous connaissez probablement Little Nemo. Mackay est un dessinateur semi-autodidacte, mais qui avait des capacités
capacités de représentation en perspective absolument extraordinaires, et donc manifestement un sens intuitif de la spatialisation qui était extrême. Et donc j'avais imaginé une rencontre entre ce Hinton, et c'était possible du point de vue biographique des deux côtés, une rencontre entre ce Hinton et le jeune Mackay, et Hinton lui aurait demandé, voyant les capacités extraordinaires de Mackay en termes de visualisation, lui aurait montré comment accéder à la quatrième dimension, et à ce moment-là entrer dans le monde du rêve et tout ce genre de choses, tout ce genre de choses. Donc là, c'était une espèce de mixte de plusieurs choses qui m'intéressaient autour de la fin du 19e et de cette atmosphère justement où les capacités de la science et de la bande dessinée se croisent de manière très très riche, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais cela dit, Hinton, c'est intéressant du point de vue aussi scientifique parce qu'il allait très très loin dans ses recherches, et il m'a semblé retrouver dans certains de ses textes des éléments qui recoupent les travaux sur les dimensions dans le monde physique, même moderne. Par exemple, il envisage que des espèces de nodes ou de nœuds de la texture spatiale se rencontrant, se déferaient l'un l'autre, et ça ressemble vraiment comme une espèce de préfiguration de la particule et de l'antiparticule, une espèce de spéculation purement théorique qui recoupe, qui pourrait en tout cas recouper ce qu'on voit dans la science aujourd'hui. Je n'ai jamais soumis ça à quelqu'un qui était capable de juger du bien fondé de ce rapprochement, mais voilà, je le fais ici. Dans le dessin animé aussi, dans Mackay, la quatrième dimension, c'est la dimension du temps. Alors, dans la bande dessinée, le temps est très étrange. Depuis l'origine de ce médium, le temps est très étrange parce que on se rend compte à ce moment-là que la représentation du temps du point de vue anthropologique est quelque chose qui n'est pas uniforme. La bande dessinée sectionne l'action par image, et les phrases visuelles qui se forment à partir de ce sectionnement image par image en fait dépendent d'idiomes très différents selon, par exemple, qu'on décrive une action physique dont on essaye de montrer les phases représentatives pour qu'on puisse se représenter le mouvement d'un corps dans l'espace, une action avec une échelle, un seau d'eau, tomber dans un trou, faire une farce à quelqu'un, ce qui est un des thèmes premiers de la bande dessinée vers 1900, ou qu'on raconte un élément, un scénario générique, hein, ce qu'on appelle un script social, qui montre les phases, par exemple, d'aller voir une course de chevaux en Angleterre, et toutes les phases par lesquelles on doit passer. C'est en fait des idiomes assez variés. Il y en a d'autres, hein, je ne veux pas tous les énumérer, mais on se rend compte à ce moment-là que le mode de représentation temporelle dépend vraiment du langage substrat visuel qu'on va utiliser pour leur montrer. En tout cas, c'est comme ça au 19e siècle. Au 20e siècle, il y a une espèce d'écrasement de tous les langages temporels sur le modèle du cinéma, qui fait que tous ces idiomes qui sous-tendaient la représentation par le dessin de ces différents types de développement temporel par phase, tous ces langages-là, tous ces idiomes ont été écrasés par la salle de montage du cinéma et la machine cinéma qui séquence tout de manière égale, image par image. On est dans des problématiques, on parlait de dimension, mais dans le dessin comme dans la bande dessinée, on est dans des problématiques de projection de ces dimensions sur un espace inférieur. Le dessin, c'est prendre les 3 dimensions et les projeter sur 2 dimensions. Alors la photo, c'est la version la plus physique de cette projection, parce qu'on projette littéralement sur un papier, qu'on impressionne les photons pour avoir une représentation projetée. Mais le dessin, c'est ça. Et quand les Égyptiens font de la projection en dessinant, évidemment, ils ne projettent pas de la même manière qu'une photo. C'est une projection qui est très mentale, qui est très abstraite par beaucoup de côtés et qui en même temps représente parfaitement la réalité. Pareil en bande dessinée, cette invention en gros quand même de la fin du 19e siècle, on projette le temps.
on rajoute cette projection-là au dessin. Donc c'est très intéressant, c'est qu'on parlait d'intersection de dimensions. Nous, on est dans la projection. Et probablement que l'art est dans le domaine de la projection par rapport aux dimensions, comme ça, souvent. Et la bande dessinée, c'est la projection des 4 dimensions. Comme par hasard, au moment où on pense espace-temps, on invente la bande dessinée. Ce n'est pas un hasard, c'est que cette problématique du temps vient se projeter dans le dessin d'un seul coup, ce qui n'avait... Alors qu'avant, le dessin était probablement dans l'immobilité, dans l'intemporel, dans la divinité, dans tout ça. Cette projection, ça, c'est une façon très intéressante de voir les choses de la bande dessinée, que je suis absolument ravi de l'entendre, et j'en suis absolument d'accord. Et il y a quand même, par exemple, dans la tapisserie de Bayeux, il y a l'idée qu'on va raconter une histoire c'est pas de la bande dessinée au sens, il n'y a pas une séquentialité. C'est pleinement de la bande dessinée. J'habite à Bayeux. Hein. Ah oui, en plus, je peux en parler. Je ne dis plus rien. J'ai été seul face à la tapisserie de Bayeux, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Ouais. 70 mètres, elle a été faite pour faire le tour de la cathédrale de Bayeux. Donc 70 mètres de bande dessinée, puisque c'est une bande. Ouais. Là, pour une fois, alors elle est brodée, bon, faut être honnête, c'est du dessin un peu lent. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils inventent la bande dessinée pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au début, ils se prennent les pieds dans le tapis, narrativement, sans arrêt, et à la fin, il y a des cases. C'est-à-dire ils finissent par utiliser les arbres, et d'un seul coup, il y a un arbre, d'un côté, on voit un dracard, de l'autre, il ne ressort pas. Il commence à séquencer, etc. C'est-à-dire que le début de la fin est parfaitement compréhensible. Ils font une charge de cavalerie qui est aussi lisible que du RG, alors qu'au début, ils se plantent, ils reviennent en arrière, c'est pas du flashback, hein, c'est juste qu'ils ont oublié, hein, ça se sent bien. Et ils cherchent le langage. Donc sur 70 mètres, ils inventent un langage qui, à la fin, est réellement assez proche de la bande dessinée telle qu'on la pratiquera au début du siècle, au début du XXe. Donc c'est intéressant de voir qu'en cherchant à projeter le temps, puisqu'ils racontaient le récit épique de cette conquête de l'Angleterre, en cherchant à projeter le temps, ils ont finalement adopté des solutions, mais ils ont mis un peu de temps à les trouver, mais des solutions assez proches de celles qu'on va finalement avoir à la fin du 19e. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment un problème de projection, parce que peut-être que vous retrouvez l'essentiel, parce que vous savez qu'aujourd'hui dans les théories de physique, il y a un truc qu'on appelle les dualités, c'est-à-dire que si on a une théorie physique, on peut faire des changements et montrer qu'elle est équivalente à une autre représentation. Donc la question de savoir c'est qu'est-ce que c'est que la réalité, et il se trouve qu'aujourd'hui on a une type de dualité avec des dimensions inférieures, c'est-à-dire que notre monde à 3 dimensions pourrait en fait être dual à une théorie qui ne vivrait en dimension inférieure, par exemple en 2 dimensions. C'est ce qu'on appelle les théories holographiques. Donc dans ce cas-là, si c'était le cas, peut-être que la projection retrouverait l'holographie initiale et que le 3 dimensions, qui est celui qui nous semble le plus sensoriel et naturel, n'est qu'un intermédiaire entre les deux. Oui, puis ça, c'est juste une pensée comme ça, mais il faut montrer que aussi dans le monde de la science, cette notion de dimension dépend de la façon dont on représente les choses. Et que... la question quand je réagis immédiatement à ça, c'est quand on a un objet à 3 dimensions, bon, on le voit à 3 dimensions, dans le temps qu'on peut tourner autour, on va en voir tous les aspects. Après, on pourrait se dire, oui, mais si j'ai pas cet objet à 3 dimensions, mais j'ai seulement que des tranches, quelques projections, la bande dessinée par exemple, quelques projections spatio-temporelles sur un plan physique de papier. Est-ce que je peux reconstruire l'objet initial à partir de ces tranches? Est-ce que c'est une reconstruction unique? Et quelle est la marge de manœuvre? Donc c'est intéressant, ça c'est la question de qu'est-ce qui se passe entre les cases de BD. Évidemment, quand les cases de BD sont assez proches temporellement les unes des autres, dans le cinéma, la proximité elle est tellement proche que finalement on a l'impression de voir le temps qui se déroule. Ça se succède vite, on n'a pas le choix d'insérer des images entre les images. Alors qu'en BD, quand c'est évidemment le gars il a le marteau en haut, il a le marteau en bas, bon, on imagine bien qu'entre la case, il a eu le marteau dans les positions intermédiaires. Mais quand on voit le gars sur une plage de Miami et la case suivante est dans une voiture à Paris, alors évidemment on a beaucoup de choix possibles de reconstruction. Et donc cette histoire de projection, dans quelle mesure on perd de l'information en projetant, en ce sens qu'en ayant la projection, comment je peux revenir à l'état du dessus? Et donc, toutes ces choses que l'on peut insérer dans le blanc, finalement, que laisse la partialité de la projection, il y a tous ces mondes parallèles qui vont s'insérer là. Tout ce que je peux mettre et que l'auteur a mis, mais sans le dire, ou que le lecteur voit et que l'auteur n'a pas mis, enfin bref, toute cette question qui est entre qu'est-ce qui se passe entre les cases finalement. On s'est mis à parler d'espace intericonique. Ce qui est un grand classique. Voilà, mais on parle d'espace donc. Ouais. Mais Roland, c'est exactement la même chose en physique. Tu sais, quand tu fais entre 2 mesures, tu ne sais pas exactement ce qui se passe avec ta particule, par exemple. Et selon Feynman, toutes les histoires possibles entre les 2 points de mesure sont réalisées. Donc finalement, c'est un petit peu tu pourrais imaginer que tout ce qui se passe entre les 2 vignettes. Exactement. Qu'est-ce qui se passe entre les mesures? C'est qu'est-ce qui se passe entre les cases. Et là, alors évidemment,
pour l'imaginaire, on met ce qu'on veut et on pense à une histoire qui est fixée par, je sais pas, vos goûts, vos choix, parce que l'auteur a voulu mettre et qu'il n'a pas dit, parce qu'il n'a pas un nombre infini de cases. En physique, ben voilà, comme tu dis, Feynman lui dit, ben on va pas s'embêter, toutes les solutions possibles sont là, et c'est une superposition, ce qui se passe entre les deux, c'est une superposition de tout ça, une superposition qui va éventuellement produire ce qu'on appelle des interférences, et il y a une solution, si on regarde ça du point de vue classique, du point de vue particulier, du point de vue Newton, il y a une solution qui va émerger, mais toutes les solutions sont possibles. Et c'est l'observateur même qui fige l'état. Donc c'est un livre dont vous voulez être le héros, l'univers. Quand on fait une mesure, exactement. Quand on fait une mesure, il y a en tout cas dans le monde microscopique, il y a même le mot projection qui est explicitement ça. C'est la projection de la fonction. On projette un état compliqué, spatio-temporel, il y a ce résultat qui a été fait à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et après, à partir de maintenant, ça recommence à se répandre, si j'ose dire, à s'étaler à nouveau dans l'espace et dans le temps. Bon, on est foutu, enfin on est parti ah non, mais dans c'est des très mondes bien, parallèles. On a réagi un peu, là c'était pas prévu. Elle est bonne, mais la alors, moquette. Votre discussion me fait penser quand même à Universal War 1 ou 2, dans lequel on fait un voyage dans le temps, on fait plusieurs voyages dans le temps, et du coup, pour résoudre les paradoxes temporels, on a aussi une superposition d'univers possibles, une superposition de tous les voyages dans le temps possibles, c'est ça? Alors non, Universal War 1, c'est contre le paradoxe temporel, contre les univers parallèles. Donc je suis là en tant qu'opposant aux univers parallèles. Le choix que j'ai fait, c'est que dans l'univers d'Universal War 1, les voyages dans le temps qui ont eu lieu ont toujours eu lieu de tout temps, et la chose n'est pas paradoxale. Donc c'est une ligne temporelle avec des sauts temporels, mais tout ça est stable. Donc il n'y a bien qu'un univers unique, etc. Les choses sont très simples, à part que c'est très troublant pour la personne qui est prise dans ces choses-là, puisqu'elle se retrouve avec des gens qui réinterviennent, etc. Et tout. Donc la vision de l'observateur, du personnage, est évidemment cataclysmique, puisque ça modifie totalement toute perception du temps. Mais de fait, quand on regarde globalement, ce n'est pas un problème. On a ça, c'est très opposé à la théorie usuelle, qui est que quand on voyage dans le temps, on modifie les choses. Retour vers le futur, hein, pour prendre l'exemple le plus connu, je remonte dans le temps, ma mère va pas coucher avec mon père, je ne vais pas naître, etc. Et cette modification va être une sorte de marée qui va monter dans le continuum espace-temps et remplacer l'ancien temps par le nouveau temps. Ça, c'est la théorie qu'on trouve le plus souvent dans le voyage dans le temps, c'est celle de Barjavel, etc. Il y a la théorie qui est montée, qui est celle qu'à chaque fois qu'on fait une modification dans le temps, on crée un univers parallèle. Quand on réfléchit, quelqu'un qui remonte dans le temps fait des milliards de modifications à la seconde. Donc son simple déplacement dans le temps, même resterait-il un millième de seconde dans le passé, créerait un milliard d'univers parallèles. Donc de fait, si le voyage dans le temps existe et crée des univers parallèles, alors il y a un infini d'univers parallèles générés ne serait-ce que par ces voyages dans le temps. Ce qui m'a toujours paru être une hypothèse un peu... disons qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent de rien, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas économe. C'est pour ça que moi, en me posant cette question-là, j'ai fini par me dire, okay, si ça existe, on arrive dans un principe d'équilibre, parce que le remplacement du temps me paraît quelque chose de tout aussi farfelu par beaucoup de côtés. Alors, si le voyage dans le temps existe, c'est qu'il n'a pas provoqué de paradoxe temporel. C'était la seule solution pour qu'il existe. Donc, je l'ai adopté. Alors dans Universal War 1, ils subissent, donc ils finissent par comprendre, oh mon Dieu, à la fin, je viens de comprendre que ce que j'ai fait au début, c'est ce qu'on voit dans Terminator, enfin au début dans le premier film, où il comprend à la fin que tout ce qui s'est passé avec le Terminator va provoquer l'apparition de la personne qui va abattre les Terminators à la fin, donc c'est un cercle fermé. Dans Universal War 2, ils ont conscience de ça, il y a même une civilisation qui s'est bâtie sur cette connaissance-là. Je voulais montrer quelques images, mais très rapidement, mais pour... Allô? Hop. Voilà. Donc c'est dans ce tome-là, pour les curieux, je vais aller... Voilà, vous voyez un petit amphithéâtre avec des œufs, parce que les gens ne doivent pas se voir. Donc en fait, il y a un amphithéâtre temporel. C'est des capsules capables de voyager dans le temps, et le fondateur de la civilisation, le gros barbu, fait des conférences devant un amphithéâtre avec des gens qui viennent du futur. Ils sont chacun dans leur petite bulle, histoire de quand même pas reconnaître son voisin. Oh mon Dieu, Jérôme,
mais tu as beaucoup vieilli. En fait, c'est qu'un seul passager, c'est qu'un seul gars qui... Alors peut-être c'est un seul gars, il ne sait pas lui-même. Et il fait ses conférences, et de fait, le but étant que cette civilisation ne perde pas ses engagements de départ, et tous ces étudiants qui vont voir le fondateur ont accès à cette discussion-là. Lui-même, dans cette séquence-là, vous voyez, il y a 2 mains là-haut, parce que ça explique la séparation des univers au moment où il y aura un voyageur temporel. Donc lui-même explique justement sa conférence porte sur ce sujet-là. Et il s'amuse même dans cette conférence-là à se retrouver lui-même. Donc on voit une version vieille de lui qui sort, en expliquant il n'y a pas de paradoxe, vous voyez, l'univers ne s'est pas anéanti quand on s'est serré la poigne. C'est juste, tout ça est équilibré, et il dit à la fin, mais... c'est une des dernières images, on voit une explosion derrière lui, il dit peut-être qu'un imbécile va tenter de prouver que j'ai tort, et il fera peut-être totalement exploser l'univers à cette seconde-là. Universal War 3, la 3e série, c'est l'imbécile qui va essayer de prouver qu'il a tort. Mais pour l'instant, je suis dans la version où la chose tente de s'équilibrer avec des humains maîtrisant cette 4e dimension pour une fois. Faisant le choix principalement de ne pas la changer. Parce que cette maîtrise est... bon, à part que toute l'histoire repose sur le fait qu'il y a quelqu'un justement qui décide de changer déjà là et qui va appeler au secours le passé, parce que le futur dérape. Voilà. Spoil. Voilà. Mais vous voyez la position par rapport aux univers parallèles, là, la version voyage dans le temps de l'univers parallèle me paraît assez grotesque. Alors il y a peut-être des gens très calés en physique qui vont m'expliquer que je suis un imbécile, mais je vois pas trop l'équilibre, ne serait-ce qu'en termes d'énergie, matière, de tout ça. Enfin, c'est autant que, on va y venir, j'imagine, qu'un milliard d'univers soient nés en même temps au moment d'une initialisation de tout ça, je ne sais pas comment, peut être paraître acceptable. Il y en a un, pourquoi pas un milliard. Autant que le petit rigolo qui arriverait à défausser un petit peu les lois de la 4e dimension, créer un univers, enfin, bon, ça fait rêver en termes de puissance, quoi, mais à part ça... Alors on va y venir effectivement sur les multivers, mais avant je voudrais faire un voyage en Uchronie, parce que quand on a discuté des univers parallèles avec Thierry, vous m'avez cité un roman de Philippe Cadic qui est de l'Uchronie. Quel rapport avec les univers parallèles ? Je pensais au de l'Uchronie, qui est le maître du haut château, que beaucoup doivent connaître ici, mais dans lequel il y a en fait un rapport d'univers parallèle, puisque je pense d'ailleurs que c'est le thème central de l'histoire, c'est que bon, comme on sait, les nazis et les japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale. On ne voit pas ce qui se passe du côté des nazis, et probablement tant mieux, mais du côté japonais qui ont envahi le sud des États-Unis et l'ouest des États-Unis, on voit la civilisation qui est finalement assez calme, bien qu'autoritaire. Et on voit l'émergence dans une petite communauté de gens qui vendent des mémorabilia, c'est-à-dire des objets de l'époque héroïque et flambante, brillante des États-Unis, c'est-à-dire le début du XXe siècle. On voit émerger tout d'un coup une petite étincelle de créativité chez des potiers, chez des gens qui fabriquent des bijoux et des genres de choses comme ça. Et ça s'accompagne curieusement d'un rapprochement avec un univers parallèle dans lequel les Japonais auraient perdu la guerre, enfin, qui est notre monde à nous. Là, on voit à travers cette histoire que Dick, apparemment, d'après ce que j'ai compris, a écrite en faisant le leaking, en jouant le leaking. Donc pratiquement à chaque chapitre, il a fait évoluer son histoire en suivant les préceptes qu'il lisait en jetant les bâtonnets du leaking. Ce qu'on voit là-dedans, c'est un rapport entre ce thème immense des univers parallèles et qui est cosmique et qui offre des perspectives vertigineuses pour n'importe quel esprit humain à notre échelle, et un rapprochement avec le monde des objets, le monde tactile, le monde de l'art, les petites intuitions, la créativité. Ce qui est un point qui me semble important aussi dans le rapport à la fiction, qui est probablement assez loin. Là on s'éloigne du domaine de contact avec la physique, mais on rentre dans le domaine de la culture.
qui est que non seulement les mondes parallèles ou la capacité de scénarisation dont tu parlais tout à l'heure, qui nous accompagne au quotidien chaque fois qu'on fait un projet, que c'est aussi dans les objets, que c'est aussi ancré dans les objets, le potentiel des objets. Je veux dire par là que de sentir que le potentiel dans ce que quelqu'un a fait dans un dessin, par exemple, en tant que prof, je vois ça tout le temps quand je vois le dessin d'un étudiant ou la production d'un étudiant qui vient me présenter son travail. En fait, je m'intéresse à son potentiel de créativité. Et là, il y a quelque chose qui est d'un ordre beaucoup plus fin, psychologique, qui fait entrer des dimensions du cerveau, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais il est évident que notre capacité à accéder à tous ces mondes parallèles, etc., elle dépend des capacités de notre cerveau à modéliser le monde suivant des groupes de paramètres selon les cas, en fonction des situations, etc. Donc on est tout le temps en train de changer d'état d'esprit, de frame of mind, et de voir le monde à travers des prismes très particuliers. Et quand on regarde le travail d'un étudiant ou un travail artistique ou un objet de design, on sent un potentiel de monde, de mondification qui est très très prenant, qui est particulièrement aigu chez certaines personnes. Parfois, d'autres sont sourdes ou aveugles à ce genre de dimensions et sont ouvertes à d'autres, musicales ou technologiques ou simplement abstraites, scientifiques. Mais donc voilà, chez Philippe Dick, ce qui m'intéresse dans sa littérature, c'est cette attention aux objets et au potentiel mondificateur. Je reprends un mot qui est un néologisme que Bachelard utilise quand il parle du monde infiniment petit, dans lequel il parle du fait que tout effet de miniaturisation est une espèce d'onde mondificatrice. Il utilise ce joli mot. Et je trouve que dans notre contact avec le monde réel, on est en permanence en fait en train de créer des mondes. Et de découper l'ensemble, la superposition de toutes les créativités humaines dans lesquelles on baigne, et en plans qui sont des plans perceptifs dans lesquels on reconnaît finalement des modèles schématiques dans lequel on allie un certain nombre de paramètres pour essayer de les comprendre. Le dessin, peut-être que je me rends compte que je m'exprime un peu de façon un peu confuse là, mais c'est quelque chose qu'on voit dans le dessin énormément. C'est-à-dire un dessinateur est quelqu'un qui choisit un certain nombre de paramètres pour représenter le monde et parfois même superpose comme des calques des éléments stylistiques très différents dans une même image. Ça fait un monde. Pour celui qui regarde, par exemple, si vous regardez le monde d'Hergé, on pourrait croire que c'est un monde très réaliste, et alors qu'en fait, il est fait de couches dans lesquelles la tête de Tintin est une boule de billard, mais par contre, la voiture est dessinée à la manière des publicités des années 30, et d'autres éléments sont empruntés aux représentations tibétaines ou chinoises, et tout ça fait des superpositions stylistiques qui sont des couches de monde, et je suis très sensible à cet aspect-là, ce côté stratifié de la réalité, et notre capacité à en saisir quelques plans pour en faire un mini-monde. Alors, les physiciens qui sont avec nous, pourquoi les physiciens et les astrophysiciens et les cosmologistes ont ce besoin d'imaginer des mondes parallèles, des univers parallèles, des multivers? Comment est venue cette idée d'inventer d'autres univers que le nôtre? On n'en avait pas assez d'un univers? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, je pense que la physique, c'est très proche de ça, en fait. Quand on a une théorie physique, une théorie, ça vous donne un espace des possibles. Pour tout, en fait, vous avez des espaces des possibles. Vous avez l'espace des possibles, des idées que vous pouvez exprimer, des phrases que vous pouvez faire. Et vous avez, dès que vous écrivez les lois de la nature, il y a l'espace des possibles, des univers différents qui satisfont ces lois de la nature.
Et ça veut ensuite dire que vous n'expliquez pas pourquoi il se passe une certaine chose. Par exemple, aucune théorie de la physique peut vous expliquer pourquoi il existe juste ce micro ici. C'est-à-dire, je peux partir des conditions initiales dans le Big Bang, évoluer les équations, jamais j'arriverai au fait que je vais avoir un micro ici. Ce que me disent ces théories, c'est que les lois de l'électromagnétisme, de la gravitation, tout ça font qu'il y a la possibilité d'avoir un tel micro. Et donc, les lois de la physique ne vont pas tout expliquer. Et ça, je pense que c'est aussi important. Et à la fin, quand on ne va pas résoudre ces équations, on va faire des modèles. Et des modèles, c'est des sortes de bandes dessinées. C'est-à-dire qu'on va faire une réduction de la réalité à un modèle mathématique qui est suffisamment simple, avec quelques paramètres. Le modèle cosmologique actuel, il y a 6 nombres dedans. 6 nombres qui ne sont pas déterminés. Donc, vous imaginez prendre toute la complexité de l'univers et la mettre dans 6 nombres, que ça veut dire qu'on a quand même réduit toute la richesse de notre univers à quelque chose de très simple, qui pourtant est très pertinent pour décrire un certain nombre de caractéristiques de notre univers, mais pas toutes, et permet de comprendre comment il s'étend, les différentes aires de cet univers, mais on a fait ce choix. Si ensuite vous voulez comprendre la formation du système solaire, vous n'allez pas pouvoir juste vous satisfaire de ce système-là, vous allez devoir le raffiner et voir si dans l'espace des possibles, eh bien, on peut faire des planètes, on peut faire des étoiles. Et donc je pense que quand on a une théorie physique, la première chose, c'est d'explorer tout ce qu'elle nous dit sur toutes les réalités possibles dans le cadre de cette théorie. Donc ça déjà, c'est pas. Est-ce que ce sont des univers parallèles? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est des univers possibles. Et notre réalité à nous, on doit déjà prouver que dans cet univers de possibles, il y a quelque part une solution qui est proche de notre univers à nous. D'accord? Sinon, votre théorie n'est pas bonne. Ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est l'exploration des théories. La deuxième chose, c'est de savoir s'il existe vraiment d'autres univers. Ça veut dire d'autres. Alors, est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on les... D'autres zones d'un certain espace qu'il faudrait définir avec des lois de la nature qui sont différentes. Et pourquoi est-ce que les physiciens ont eu besoin de ça? Alors ça, c'est une histoire qui est très très longue, mais en fait, une des questions, c'est que si on prend les lois de la nature telles qu'on les a déterminées aujourd'hui, à partir d'une démarche expérimentale et théorique, on voit que ces lois de la nature, et c'est un peu une tautologie, permettent d'avoir l'émergence d'une grande complexité. C'est-à-dire que j'ai les lois de la physique fondamentale, elles vont me permettre d'avoir des noyaux atomiques avec une certaine variété, tout le tableau de Mendeleïev, qui vont me permettre de faire des molécules, qui vont me permettre peut-être de faire des cellules, et ainsi de suite. A priori, quand je regarde la théorie fondamentale qui va décrire les particules élémentaires, rien ne me dit que dans cette théorie, je vais permettre d'avoir ces niveaux de complexité. En fait, il n'y a pas la notion de vie, il n'y a pas la notion d'information, il y a juste la notion de particules qui interagissent les unes avec les autres. Strictement réductionniste, quelque part, on a un problème parce qu'il va falloir comprendre comment toute cette complexité et tous ces nouveaux phénomènes émergents apparaissent à partir de finalement ces lois de la nature fondamentale. Et ça, c'était la quête des gens des années 70, c'était de se dire, on est dans une démarche purement réductionniste, on va toujours tout casser en petits morceaux, avoir des théories de plus en plus fondamentales. Et à la fin, c'est ce qu'ils appelaient la théorie du tout. Et les gens pensaient, et des gens très sérieux, qui ont même eu le prix Nobel et tout ça, donc c'est pas beaucoup plus intelligent que ce que je ne serai jamais, se dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura tout compris. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, parce que ces théories-là, vous n'expliquaient pas l'émergence de ces phénomènes-là. Et les gens se sont dit, mais finalement, est-ce que c'est naturel, en partant de ces théories-là, qu'on arrive à avoir un monde aussi riche? Et les gens ont commencé à jouer, donc c'est un petit peu, je dirais, faire de la science ou de la cosmologie contrefactuelle, c'est-à-dire qu'on a imaginé qu'on changeait les lois de la nature, et on a essayé de regarder les univers que l'on pouvait avoir en changeant les lois de la nature, et on s'est rendu compte que si on changeait certains paramètres de lois de la nature de façon très très fine, par exemple 1 millième, quelques fractions de %, eh bien on ne formait plus de carbone dans les étoiles, ou alors il n'y avait plus d'atomes stables. Et donc on avait des univers qui ne permettaient pas l'émergence de la complexité. Alors ça pose un problème, parce que dans notre univers, il y a cette complexité. Ça veut dire que tous ces paramètres sont ajustés de façon très très fine dans notre univers, parce que sinon, nous ne serions pas là pour observer notre univers. Et donc là, on a deux possibilités. Soit on peut imaginer, parce que les gens veulent comprendre pourquoi c'est comme ça. Et donc vous imaginez bien qu'on va se dire, il y a une solution, c'est que ces paramètres ont été fixés d'une certaine façon pour que, donc c'est une sorte d'argument finaliste. L'autre façon, c'est de se dire, mais en fait, que tous les possibles sont réalisés et que c'est un effet de sélection, puisque seuls les univers dans lesquels il y a une suffisamment grande complexité peuvent éventuellement avoir des observateurs, ce sont les seuls qui sont observés.
Donc si on a la première attitude, eh bien on doit être très étonné dans un univers si finement ajusté, alors que si on vit dans cet espace de tous les univers qui existent, eh bien on n'a pas à s'étonner, c'est normal. En fait, on devrait même s'attendre à ce que les paramètres aient la valeur qu'elles aient avec cette précision-là. Donc en fait, on change. Parce qu'on est là pour l'observer. Voilà. Donc ça, c'était la première étape du raisonnement, c'était finalement un questionnement par rapport à est-ce que je dois m'étonner du fait que je vis dans un monde complexe, dans un monde qui soit intelligible par des lois de la nature qui ont ces formes-là. Et ça a été repris en fait par le développement des lois de la nature, et en particulier quand les gens se sont intéressés à écrire une version quantique des théories de la gravitation, ils sont arrivés dans des théories qui avaient une grande variété. C'est-à-dire qu'on avait une théorie, on va appeler une sorte de métathéorie à très très haute énergie, et qui à basse énergie, c'est-à-dire aux énergies où nous on vit aujourd'hui, pouvait prendre différentes formes. Donc vous pouvez imaginer ça comme une sorte de jukebox qui de temps en temps, ou de machine qui de temps en temps vous sort des numéros, et chaque numéro c'est une théorie physique. Donc dans ce cadre-là, on pouvait imaginer qu'il existait une théorie qui donnait des univers chacun comme une sorte de machine à créer des univers avec leur propre théorie, et que dans ce cadre-là, on pouvait appliquer ce genre de raisonnement en disant finalement toutes les solutions possibles de cette théorie sont réalisées. Et la seule chose à prouver, c'est que dans cet ensemble possible, il y a quelque part une théorie à basse énergie qui correspond à quelque chose qui est proche de ce que nous observons aujourd'hui. Ce qui, quelque part, résolverait un petit peu ce problème qu'on appelle le problème du réglage fin. Et ça, c'est une des motivations de l'introduction de ces univers multiples. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. C'est-à-dire que soit on a un univers unique, soit on en a une infinité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'univers. Et quand je dis une infinité, on est d'accord que ce n'est pas une infinité, même c'est une infinité beaucoup plus infinie que les infinis que vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours, puisque tu disais dans ces histoires de branchements, personne ne peut te dire combien il y a de branchements à la seconde, par exemple. Ça, c'est une question, quand tu poses ça à des gens, Stephen Hawking, tout ça, où ils te disent ça branche, tout ça, tu te dis mais il y a combien de branchements à la seconde, c'est quoi la densité? Personne n'est capable d'avoir la moindre idée de ce genre de choses-là. Donc c'est pour avoir une cohérence logique d'une construction mathématique, on se rend compte qu'il faut avoir un infini qui va arriver. Mais ça, c'est pas choquant parce que, par exemple, si je compte les nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5, bon ça c'est un nombre, c'est un ensemble infini de nombres, et je me rends compte que si je veux comprendre la géométrie de base, et donc en particulier la diagonale d'un carré de côté 1, eh bien je vais pas pouvoir simplement me satisfaire de ces entiers naturels. Je vais devoir invoquer l'existence d'un ensemble de nombres qui sont les nombres rationnels, puis les nombres réels, si je veux avoir la quantité, qui sont une infinité beaucoup plus dense que 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je suis d'accord que d'un point de vue économique, les nombres réels, c'est pas très intéressant, puisque toute mesure a une certaine précision, on n'en a pas besoin dans la pratique. Mais pour la cohérence de l'édifice, en fait, tu es obligé d'invoquer cet infini-là. Je parlais juste pour le voyage dans le temps, oui, pour le reste. Non, mais voilà. Donc c'était juste pour dire que le point de vue d'économie dépend en fait de la cohérence de l'édifice que tu veux avoir. Si l'édifice te dit que pour tenir, j'ai besoin de cet infini-là, alors c'est plus de l'économie, c'est de la nécessité. Surtout pour être honnête, créer un univers ou un infini d'univers, on est quand même déjà dans le non explicable absolu au tout départ de tout ça. On est tout à fait d'accord. Ouais. On veut être économe en loi ou économe en univers, quoi. Si on veut avoir peu de lois, il faut peut-être que ça coûte beaucoup d'univers. Par contre, tu vas avoir qu'un seul univers, bon, il faut sortir une chier de lois pour dire il est comme ça parce que blablabla, tout ça. Donc c'est économe en mots ou économe en manifestation de ces mots, si j'ose dire. Mais comme on se pose la question de la réalité, est-ce que c'est une construction mathématique intellectuelle ou quelle est la réalité de ces univers parallèles? Le contact. C'est quoi la réalité? En fait, souvent, est-ce qu'on peut les voir? C'est la question des utopias. La réalité. Le physicien va te dire que la réalité, c'est ce qui répond quand tu le secoues. D'accord, c'est ça pour moi la réalité. C'est les choses avec lesquelles je peux interagir. Ça, c'est la réalité première, la réalité physique. C'est-à-dire que si j'imagine qu'il existe une particule X et qui n'interagit jamais avec aucune de mes particules, que je vais jamais pouvoir la mettre en évidence, finalement, je peux toujours dire qu'elle existe. Donc pour le physicien, elle n'a pas d'intérêt. Après, elle peut avoir un intérêt pour un philosophe, elle peut avoir un intérêt dans une construction, si tu veux. Donc si j'ai maintenant ma construction et qui me dit que pour cette construction soit
mathématiquement cohérente, il faut cette particule X avec laquelle je ne peux pas interagir. Là, on rentre dans un débat. C'est-à-dire que certains physiciens vont te dire, c'est des conneries, c'est pas de la réalité parce que c'est une spéculation de théoriciens. Je ne peux jamais faire d'expérience qui va mettre en évidence X. Mais d'autres vont te dire non, non, elle existe cette particule X puisque la cohérence mathématique de cet édifice qui explique tout le reste fait que j'en ai besoin. Et là, ça partage la communauté en deux parties. Et c'est exactement le cas sur ces univers multiples. Il y a des gens dans la communauté qui vont te dire que c'est une nécessité absolue, et il y en a qui vont te dire que c'est vraiment des conneries, c'est-à-dire que c'est des élucubrations. Et je crois que c'est intéressant parce que ça nous pose aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique et qu'est-ce que c'est que le savoir scientifique. Et on sait qu'au cours de l'histoire, il y a toujours eu une frontière entre physique, métaphysique et philosophie, et que cette frontière est mouvante au cours du temps et que certaines questions étaient parfois des questions de métaphysique, sont devenues des questions de physique. Et peut-être que là, cette question qui est motivée par la physique n'est finalement qu'une question métaphysique et à laquelle je n'ai pas grand-chose en tant que physicien à dire. Je peux dire des choses en tant qu'être humain comme ça, mais et sur lequel on n'a pas de prise en tant que la démarche scientifique habituelle. Et je crois que le débat actuel sur ces histoires de multivers, c'est d'abord un débat sur qu'est-ce que c'est que la science et qu'est-ce que c'est que faire de la science. Et il y a beaucoup de gens qui, pour accepter les multivers, sont prêts à dégrader les valeurs de la science. Et ça, on est un certain nombre à s'y opposer parce que dans la société actuelle, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'aller faire ça. Mais bon. Bon, oh là, il y a beaucoup de monde qui est arrivé entre-temps. Vous avez peut-être des questions ou des remarques à faire. Il nous reste 10 minutes. Si c'est le cas, vous levez la main. Il y a des micros qui circulent. Voilà, on a une question là-bas. Oui, bonjour. Qui dit multivers dit aussi trou de verre. Et je suis un petit peu déçu parce que vous n'avez pas abordé en fait l'excellent ouvrage de Dan Simmons, Olympos, qui met en exergue effectivement ces trous de verre, ce passage d'un univers à un autre, du présent au passé, du passé au futur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les trous de verre dont on parle en général, ils sont dans notre univers. Hein. C'est des trous à l'intérieur de notre propre univers, mais je vais laisser les scientifiques parler. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les trous de verre, c'est une manière de raccourci spatio-temporel qui est dans notre univers et qui ne donne pas forcément accès à d'autres endroits. Alors il y a des solutions, Jean-Philippe sera plus aguerri que moi en relativité générale et pourra en dire un peu plus, mais le trou de verre, disons, standard, ça permet d'aller plus vite d'un endroit à un autre, éventuellement de construire des machines temporelles si on arrive à faire des choses. Déjà, construire un trou de verre, c'est non trivial, enfin juste... le cahier des charges de construction est assez nettement en dehors de nos capacités humaines actuelles. Et ensuite, si vous avez des capacités encore plus grandes que ça, vous pouvez éventuellement en faire des machines à voyager dans le temps, enfin vous permettre non seulement de faire un raccourci dans l'espace, mais un raccourci dans le temps. Donc là, ce n'était pas vraiment une question d'un autre univers, mais d'une façon d'accéder à notre univers de façon biaisée, un peu sur le côté, un peu par des raccourcis entre guillemets. Mais je vais laisser peut-être Jean-Philippe élaborer aussi sur la possibilité d'accéder à d'autres univers par des... Le trou de verre, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut voir comment c'est né en fait. Les gens sont intéressés à la compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs. Ça ne s'appelait pas comme ça parce que les gens ne comprenaient pas cette solution mathématique. Donc ils ont pris une théorie, la relativité générale. Ils ont trouvé une solution très rapidement qu'on n'appelait pas la solution de trou noir, qu'on appelait la solution de Schwarzschild, que personne ne comprenait. Il a fallu 60 ans pour comprendre cette solution, et en comprenant cette solution, on s'est rendu compte qu'elle couvrait 2 fois l'univers. En fait, c'est comme si on avait un rapport 2 à 1 entre la solution et la réalité physique, et ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce que je fais de l'autre partie. Et en fait, il y avait 2 solutions, c'était de se dire c'était 2 fois notre univers avec finalement l'intérieur du trou noir qui allait d'une partie de notre univers à une autre partie de notre univers. Donc c'est ce que tu dis, ça permet de voyager dans notre univers plus rapidement. Mais l'autre solution, c'était de se dire que ces 2 parties, en fait, qu'on considérait comme étant le même univers, pouvaient mathématiquement être considérées comme 2 univers différents qui étaient reliés par un trou de verre. Donc c'était soit une façon de passer d'un univers à un autre, soit d'aller d'une partie de notre univers à une autre partie de notre propre univers. Et ça, aujourd'hui, personne ne peut le dire. C'est-à-dire que c'est une solution mathématique. Dans la solution mathématique, quand je fais le choix, j'ai la même solution mathématique, la même équation, c'est-à-dire la même physique locale, mais pour une physique locale donnée, je peux choisir des topologies différentes, et ça, ce n'est pas les équations qui me le disent, c'est un choix que je peux faire. Et pour savoir, il faudrait peut-être pouvoir déjà trouver un trou noir, ce qu'on n'a toujours pas fait, pouvoir essayer de le traverser, ce qui n'est pas sûr, puisqu'on ne sait pas si ces trous de verre sont stables et si de toute façon les effets, quand on passe ces trous de verre, nous permettent de passer à travers. Et voilà, donc je pense que là, pour lever cette question, il faudrait juste une démarche expérimentale, parce que d'un point de vue de la théorie, les 2 histoires
sont tout à fait cohérentes. On aurait des univers jumeaux dans ce cas-là? Je sais pas qu'est-ce que tu appelles jumeaux. Ce serait deux univers, a priori, ils seraient reliés entre eux. Ils seraient reliés entre eux par un... Ouais, on n'aurait pas des liens entre plein d'univers, on aurait deux... Ah bah une fois que tu as commencé à en faire avec deux, après si tu prends un autre trou noir, tu peux commencer à faire des millefeuilles ou je sais pas, des trucs comme ça. Un univers où Marine Le Pen ne gagnera pas, par exemple. Ah oui. Alors ça c'est le problème. La porte. Alors tu as raison de dire ça parce que pour moi l'exemple le plus fabuleux de multivers c'est le texte d'Auguste Blanqui sur l'éternité par les astres où il se pose exactement cette question puisqu'il est enfermé à la prison de La Rochelle et puis il commence à écrire un petit ouvrage, il connaît la chimie de son époque avec les 60, à l'époque on connaissait 60 types d'atomes et il se dit mais en fait tout est combinaison d'atomes et je peux faire des combinaisons et il y a un moment il dit bah oui cette table c'est une combinaison d'atomes, moi je suis une combinaison d'atomes, il y en a beaucoup mais si l'univers est infini il y a un moment, chaque combinaison a une certaine probabilité, mais elle n'est pas nulle, elle est extrêmement petite mais pas nulle, donc il y a un moment, toutes les combinaisons vont se reproduire. Et donc il commence à imaginer ce multivers-là, donc il y a des univers dans lesquels la Commune de Paris a réussi, dans lesquels il est libre, et ainsi de suite. Et donc c'est énorme parce que on existe avec toutes les potentialités possibles. On existe aussi dans le futur puisque ces combinaisons vont se passer dans le futur. Il se dit c'est extraordinaire et le dernier chapitre est extraordinaire parce qu'en fait il réfute ça parce que il dit dans un tel univers il n'y a pas de notion de progrès. Ce qui pour un communiste était un gros problème et donc il a réfuté le multivers et donc ça prouve vraiment que c'est pas une question scientifique, c'est vraiment une question de choix. Une autre question. Oui, Babel, c'est... Oui, tout à l'heure, vous avez abordé ce qui se passe entre deux cases de bande dessinée et les univers qu'il peut y avoir. Et il y a un excellent bouquin, L'art invisible, qui parle de ça. Peut-être Bajram voudra en rajouter une couche, mais qui décrit justement ce qu'on peut imaginer et comment faire travailler le lecteur pour qu'il imagine, et donc ce qui fait du médium BD un art à part. Voilà. J'ai rajouté qu'il faut lire L'art invisible, voilà. Tous ceux qui ne l'ont pas lu, ça vous sera une très bonne introduction à ces questions sur la projection propre à la bande dessinée. Allez, on prend une dernière question. Ce matin, j'écoutais un journaliste qui parlait de ce qui se passait au LHC actuellement. Et il parlait d'une expérience où ils allaient regarder si en frappant très fort de la matière, elle n'allait pas disparaître et donc disparaître dans un univers parallèle. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant de cette expérience ou est-ce que c'est juste une affabulation de journalistes? Moi, je reprendrai le sketch de Coluche, il dit on peut dire ça aussi. Parce qu'en fait, cette histoire qu'en prenant deux particules et les accélérant à très haute énergie et faisant une collision, on allait pouvoir former ce qu'on appelle des micro-trous noirs. C'est une idée qui date déjà d'il y a 15 ans. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est possible dans un petit coin de l'espace des paramètres, d'une théorie parmi d'autres. Donc ça fait partie de cette exploration. Mais franchement, si j'avais de l'argent à parier, je dirais que c'est beaucoup pour rien du tout. Voilà. C'est bon, ça me va. Ça te va. D'accord. Allez, la réponse était courte, on prend encore une question ou une remarque, un commentaire, ce que vous voulez. Là-bas, au fond. Bonjour. Déjà, je voudrais remercier pour la conférence que j'ai vraiment trouvée très bien, très intéressante. J'avais l'impression que dans votre discussion sur qu'est-ce que c'était qu'un univers parallèle, il y avait beaucoup de moments où l'univers, il n'était que dans notre tête et visible par un seul observateur. Je voulais savoir, selon vous, est-ce que c'est possible de faire partager cette vision de nos propres univers parallèles à d'autres personnes? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Qui veut répondre? Si c'est faire partager les univers qu'on a dans nos têtes, c'est le but de l'art, de la littérature, de la poésie, de la musique. Normalement, en science, on espère aboutir à une connaissance, disons, objective, qu'on espère partager au moins entre tous ceux qui suivent une procédure commune qui est la méthode scientifique, disons. Bon, la question qui serait intéressante, c'est maintenant ici des extraterrestres existent quelque part, s'il y a une conscience, une intelligence ailleurs dans l'univers et qu'ils observent l'univers, qu'ils élaborent une théorie de cet univers.
est-ce qu'ils vont l'exprimer dans les mêmes mots que nous? Alors pas exactement les mêmes mots évidemment, mais est-ce que les concepts vont être voisins? Est-ce qu'ils vont converger vers des descriptions qui seront finalement compatibles, à condition de faire une traduction de leur langage à notre langage? Est-ce qu'ils vont utiliser les mathématiques pour ça ou autre chose? Alors ça, évidemment, c'est de la spéculation. Là, c'est une question qui est vraiment intéressante, mais qui est très spéculative. Alors, quant à faire partager une conception de l'univers avec d'autres humains, je pense que ça adresse plus l'art, évidemment, les artistes en général. Ben, en fait, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est quand on est confronté à des œuvres d'art, et par exemple du passé, de la littérature du passé, ou des œuvres d'art de civilisations disparues ou anciennes, c'est de se rendre compte que manifestement on ne comprend pas leur vision du monde. Ce rapport d'opacité avec certaines civilisations est peut-être plus parlant que notre envie de pénétrer, d'entrer dans des transparences. Parce que là, on se rend compte de façon négative de la capacité de l'être humain à créer culturellement des sphères d'existence totalement différentes, impénétrables les unes pour les autres. Alors évidemment, il y a des points anthropologiques communs, des constantes dans l'humanité, mais il y a aussi des variétés extraordinaires. Et moi qui m'intéresse au passé récent de la bande dessinée, au 19e siècle, etc., je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, alors qu'on est pourtant tellement proche de cette civilisation du 19e siècle. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, qui sont opaques, qui sont mystérieuses. On se rend compte que les grilles de lecture ne sont pas les mêmes. Donc peut-être la bonne leçon pour essayer de mesurer la capacité d'invention et de création commune de réalité, c'est de se confronter à cette opacité des autres civilisations. C'est un peu paradoxal. Hein, mais... Quand on voit déjà le mal qu'on peut avoir à faire comprendre à quelqu'un que Prometheus est une grosse merde ou un film génial, hein, selon les avis. Voilà, c'est la communication interespèce, interépoque, interhumain est toujours un gigantesque mystère. Il y a un multivers composé de multi-individus qui est déjà en lui-même une complexité incroyable. Rien qu'un mariage. Eh bien, merci messieurs de nous avoir fait voyager dans vos univers parallèles.